Kant l'incontournable. Tel est le titre des conférences que je propose pour cette saison qui vient, pour parler d'un philosophe que tout le monde connaît jusqu'à un certain point, Emmanuel Kant, qui est né en 1724, le 22 avril, et qui est mort en 1804, et qui a marqué son temps. Qui a marqué son temps et qui a marqué les générations de philosophes jusqu'à aujourd'hui. Même ceux qui n'aiment pas Kant, pour des tas de raisons, se réfèrent à lui parce qu'il est incontournable. Il est incontournable par sa rigueur, par ses systématicités. Et c'est justement cela qui est le plus frappant. C'est que c'est tellement systématique que ça a l'air d'être un coffre architecturé dont on a perdu la clé, avec des serrures partout. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas par où finir, parce que ce n'est pas une philosophie qui se lit. Pas plus qu'on lirait un traité de mathématiques ou qu'on lirait une partition, sauf quand on est un super génie. Ça se travaille. Ça se travaille et un concours de circonstances a fait que j'avais l'occasion, l'envie, le goût de travailler la critique de la raison pure et que j'y ai trouvé des choses là, on commençait par une méthode de pensée que je n'ai pas trouvée ailleurs. Et cette méthode de pensée, je voudrais la partager avec vous. Je voudrais montrer comment, pour ce philosophe qui a d'abord commencé comme un scientifique, qui méprisait assez bien les philosophes de son temps, cette méthode de pensée, c'est ce qui finalement rend incontournable encore aujourd'hui Kant. On se réfère à Kant parce qu'il y a une systématicité dont on déplore la perte partout ailleurs. On dirait que quand on fait de la philosophie, on dit un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on sent, ce qu'on ressent, de l'ordre de l'opinion, de l'ordre de l'essai, mais rien qui tienne la route. Or, nous avons tous besoin de réponses. Qui suis-je? À quoi ça sert tout ça? Que vais-je espérer? Que puis-je savoir? Ce sont des questions un peu pêle-mêle dans lesquelles j'ai mis 3 kantiennes et une des miennes. Le regagnant de cette tombeau-là aura droit à un café avec moi, s'il lui plaît. Et avec ça, j'ai perdu le fil. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave parce que la méthode kantienne permet justement de ne pas perdre le fil Leitfaden. C'est une méthode qui, au lieu de nous laisser nous absorber par hypnose dans les images, dans les significations que nous prêtons aux concepts tels que l'espace, tels que le temps, tels que la masse, tels que la raison, tels que la liberté, tels que le beau, le sublime, va s'intéresser aux différences et aux régularités qu'il y a entre les idées. Et tout d'un coup, nous ne sommes plus illusionnés. Nous sommes désillusionnés, nos yeux se dessillent et on commence à penser. On commence à penser vraiment et à produire du concept. Et c'est cela, moi, qui m'intéresse. La critique de la raison pure, qui est vraiment un texte tellement emblématique qu'on le retrouve dans les Bidochons, cette bande dessinée, avec le chien, le pauvre chien qui lit la critique de la raison pure. Critique de la raison pure, ce monument absolu de la pensée occidentale, qu'on peut comparer à l'art de la fugue chez Jean-Sébastien Bach, est un texte extraordinairement architecturé. Et c'est un texte, en fait, par lequel Kant voudrait fonder la science. Elle existe déjà, il le sait bien. Mais comment existe-t-elle? Quelle est sa condition de possibilité? Pourquoi pose-t-il la question? Il pose la question parce qu'il aimerait bien pouvoir conférer la rigueur et la certitude scientifique à des choses qui nous importent beaucoup plus à nous les humains. La liberté, Dieu, le bien, le mal. Est-ce qu'il y est arrivé? Est-ce que la critique de la raison pratique, qui est le second ouvrage, qui suit et qui traite de ces questions-là, il est arrivé? Mais la question est encore ouverte. Parce qu'en fait, il n'y est pas vraiment arrivé. Mais chemin faisant, en essayant de mettre un maximum de rigueur et de cohérence dans ce qu'il faisait, avec une pensée parfois héroïque, vraiment dans son exigence, Kant nous a libérés de beaucoup de choses, à commencer par l'ancienne métaphysique, une croyance un peu anesthésiée dans la religion révélée. Il y a un Dieu donc je peux ne plus penser, ne plus me soucier. En beaucoup de choses, nous sommes libérés. Nous pensons par nous-mêmes, ça c'est aussi l'un des mottos de la philosophie kantienne. Et dans ces conférences, que je ne vais pas vous faire maintenant, bien sûr, hein, il faudra venir, dans ces conférences, il parle aussi du beau, du sublime et du vivant. Je voudrais en parler un petit peu. Pourquoi? Parce que le beau, le sublime et le vivant, on pourrait dire que ce sont des valeurs qui sont anti-kantiennes. Pour quiconque a ouvert une critique de la raison pure au milieu pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, on n'y comprend rien, c'est pas vivant, c'est austère, c'est une pensée machinique, c'est l'intelligence artificielle avant l'heure. Qu'est-ce que c'est tout cela? On ne comprend pas les mots, ce n'est pas vivant et ce n'est pas beau. Mais le vivant et le beau se laissent penser, sont bons à penser.
mais ne fournissent aucune connaissance. Il y a des choses extraordinairement subtiles venant d'un homme qui finalement n'a pas fréquenté les galeries d'art, n'a pas visité l'Italie, n'a pas eu de contact avec la grande musique de son temps. Ce sont des choses qui sont presque visionnaires, une manière de penser le beau, le sublime et le vivant avec la téléologie, qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Kant est incontournable parce qu'il s'est voulu excessivement, outrageusement, absolument rigoureux. Et c'est cette rigueur qui nous permet de sortir de la mélasse dans laquelle nos pensées s'entrechoquent et dans laquelle il semblerait que l'inconscient est toujours le dernier mot.